Shanks et Loki se connaissent, c'est la révélation qu'a fait le prince maudit à Luffy. Pas seulement sa prime spéciale émise par le gouvernement est également dévoilée, 2 milliards et 600 millions de berries pour cet homme capable de détruire le monde. Mais c'est pas tout, il y a tellement de révélations dans ce chapitre que vous allez devoir attendre de les découvrir au fil de cette review, alors yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Goji et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. J'ai particulièrement hâte de vous parler de ce chapitre, mais avant je dois vous parler de deux autres choses. J'ai été invité à Paris par la Fée Sauvage pour assister au One Piece Music Symphony, le concert événement du 25e anniversaire de l'anime de One Piece. Ils font actuellement le tour du monde, ils sont déjà passés par Lyon le 28 octobre, mais le 30 novembre et 1er décembre, ils reviennent à Paris et Lille pour de nouveaux concerts historiques avec la petite particularité, c'est que le 30 novembre à Paris, donc au Palais des Congrès, se trouveront les très grands Kohei Tanaka et Hiroshi Kitadani, respectivement compositeurs des OST légendaires de One Piece et du mythique opening We Are. C'est une occasion en or et si vous voulez en profiter, vous retrouverez la billetterie dans la description. Profitez comme jamais les amis, c'est une chance de vivre un tel événement. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est du Discord One Piece FR parce que ça fait des années qu'on est des partenaires, mais j'en parle que trop rarement. Pour ma défense, j'en oublie même de parler de notre propre serveur Discord. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker le serveur One Piece FR qui est sûrement le plus actif des serveurs One Piece. Ça parle, ça débat, ça joue, vous avez des news sur les nouvelles vidéos sorties ou même des news sur les chapitres et les épisodes. Bref, c'est un Discord mais qui fait extrêmement bien son rôle. Pareil, le lien est dans la description comme d'habitude d'ailleurs depuis plusieurs années. Merci à tous et maintenant vous et moi on a quelques trucs à faire. Petit récapitulatif de ce que nous a offert le chapitre précédent, l'apparition de Loki, le prince maudit d'Elbaf. Enchaîné à la base même de l'Yggdrasil, Loki a tué son père, le roi d'Elbaf, pour s'emparer d'un fruit du démon légendaire se transmettant dans la famille royale. Sa libération pourrait conduire le monde à sa perte. Ironie du sort, il se considère également comme le dieu soleil sans savoir que devant lui se trouve la vraie incarnation de Nika. Voilà, donc maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire, on va pouvoir continuer ce chapitre sereinement qui reprend justement là où l'autre s'est arrêté. Luffy a enfin la confirmation qu'il se trouve sur Elbaf après tant d'années à attendre cette île. Je vous laisse imaginer son excitation qui ne plaira pas trop à Loki qui ne peut en placer une. Non mais vous voyez, Loki est pas méchant, à peine introduit qu'il y a déjà une scène humoristique entre eux. Dans quelques chapitres on finira même par théoriser sur lui comme le futur Mugiwara. Et si c'était vrai? Alors il n'est peut-être pas aussi méchant qu'on le pense, mais il est puissant et le cri qu'il a déployé pour stopper l'euphorie de Luffy était quand même assez redoutable pour effrayer les loups rôdant autour de lui. Vous l'aurez sûrement très bien compris, mais si un géant sur Elbaf devrait avoir le Haki des rois, c'est bien Loki et il a peut-être montré une partie de ce pouvoir ici même. C'est également le moment de dévoiler son infobox. Si nous savions déjà que Loki était le prince maudit d'Elbaf, nous n'avions pas encore connaissance de sa prime spéciale émise par le gouvernement mondial d'un montant de 2 milliards et 600 millions de berries. J'imagine que vous êtes comme moi, what the fuck les gars, comment a-t-il pu obtenir une prime pareille et pourquoi est-elle spéciale? Contrairement à ce qu'on peut penser, il semble que Loki ait déjà pris la mer et donc a déjà démontré sa puissance au reste du monde, ce qui expliquerait comment le gouvernement mondial a pu avoir connaissance de son existence. Ce qui me conforte davantage dans cette idée, c'est qu'il propose à Luffy de détruire n'importe quel équipage pirate en échange de sa libération. Alors j'imagine que Loki a déjà eu l'occasion de naviguer et donc de fumer des pirates, justifiant à la fois sa prime et le danger qu'il représente pour le gouvernement. Mais c'est justement ça le truc, en quoi est-elle spéciale? Pourquoi cette précision? J'ai presque la sensation que le gouvernement lui a collé une prime sur le crâne, non pas exclusivement pour le danger ou la puissance du personnage, mais simplement parce qu'il le redoute naturellement. Ce qui est en soi totalement vrai, puisque je le rappelle encore, Loki aurait le pouvoir de détruire le monde si on doit le croire. Alors est-ce que finalement, ce que redoute le plus le gouvernement chez Loki n'est pas seulement Loki, mais aussi et surtout son fruit du démon légendaire, transmis de génération en génération dans sa famille? Je veux dire que oui, le gouvernement mondial craint autant certains personnages que certains fruits du démon et sont capables de rechercher ses pouvoirs pour des sommes mirobolantes supérieures à la plupart des primes exprimées depuis le début de l'histoire. Le OPOP no Mi en est la preuve parfaite, 5 milliards pour ce fruit, c'est comme s'il recherchait et le craignait autant que Barbe Blanche, possédant lui-même un avis de recherche de 5 milliards de berries. Le Gomu Gomu no Mi était recherché pour 5 milliards également dans Romance Down volume 2, l'un des deux préquels de One Piece avant sa publication. Et quand on connaît le pouvoir de ce fruit, ça ne peut être que justifié. Alors ouais, en vrai, c'est peut-être ce fruit du démon, celui de Loki, réputé tant légendaire, qui a autant impacté sa prime, parce que quand même, faut se rappeler d'une chose et la garder en tête, il s'est mis Elbaf
entier à dos pour prendre ce pouvoir, pour l'utiliser. Alors j'ai vraiment que très peu de doutes sur l'importance de ce fruit du démon dans l'histoire et dans le danger que représente Loki. Bon, et en plus de tout ça, l'autre élément pouvant justifier une telle prime, c'est son statut de dieu soleil. Pour le coup, le ref a ouvert la bouche 3 fois et il a quand même réussi à caler à 2 reprises qu'il est le dieu soleil au cas où on n'aurait pas compris. C'est un peu le « je serai le roi des pirates » de Luffy qui scande sa phrase à tout bout de champ. Donc forcément, si cette déclaration est parvenue jusqu'aux oreilles du gouvernement, eux qui ont parfaitement conscience du lien unissant les géants à Nika, il n'en faut pas plus pour générer une peur en eux. Si Loki était la réincarnation du dieu soleil, s'il était celui dont on craignait la réapparition, vous aurez compris qu'il y a bien des raisons de donner une telle prime à Loki. C'est d'ailleurs pas fini, on en reparle un petit peu après. Je voudrais simplement me pencher davantage sur ce titre autoproclamé de dieu soleil. Je pense qu'on a tous compris à quel point l'histoire du dieu soleil est désormais au premier plan de One Piece. Si on en avait quasiment jamais entendu parler avant ce fameux chapitre 1018 là par Wushu, il ne se passe plus désormais 6 mois sans qu'on entende parler de Nika ou de dieu soleil. Elbaf commence très fort puisque après Rhodes qui se prenait pour le dieu soleil dans son RP, c'est au tour de Loki qui pour le coup est quand même un chouïa plus crédible, tellement crédible même que je me demande s'il n'y a pas une part de vérité dans les mots du prince maudit. S'il se considère comme le dieu soleil, c'est peut-être car un jour dans l'histoire de son pays et dans l'histoire de sa famille vivait un vrai dieu soleil, l'ancêtre de Loki, notre fameux Nika. C'est en tout cas ce que laissait sous-entendre Vegapunk à la fin du chapitre 1114 en disant que Joy Boy avait le pouvoir d'étirer son corps pour se battre tout comme Nika, le dieu du soleil d'Elbaf. On peut donc déjà être certain que Joy Boy et Nika sont 2 entités différentes, distinctes, et surtout que Nika aurait vécu sur Elbaf. En vrai, je pense que c'est pas aussi simple, puisque Nika était aussi présent et très lié à la culture des Shandia, donc j'aurais tendance à penser que, soit le Nika d'Elbaf et des Shandia est différent, soit que Nika a navigué à travers le monde à la rencontre de différentes cultures qui l'aura totalement influencé. Tout ça se serait évidemment passé à une époque lointaine, bien plus lointaine que le siècle oublié, il y a plus d'1 millier d'années. Pour revenir à Elbaf et Loki, je ne pense pas qu'il se considère comme le dieu soleil pour rien. Il doit avoir des raisons de le penser, et ces raisons seraient entre autres que l'histoire de sa famille soit intimement liée à Nika, que le dieu soleil soit un ancêtre. De toute façon, il le dit très bien lui-même, je suis le dieu du soleil transmis dans ce pays, preuve que l'héritage de Nika se transmet de génération en génération, et ce, sans vraiment l'être, puisque le seul Nika actuel, c'est Luffy. Bon, cette histoire de dieu soleil là, c'est cool, 2 minutes, mais vas-y, go passer à autre chose, et Loki nous donne une opportunité absolument dingue dans ce chapitre en nous faisant de très grandes révélations. Il est emprisonné depuis 6 ans, entouré de granit marin. Il est considéré comme le plus puissant géant d'Elbaf, et l'arbre auquel il est enchaîné se trouve être le légendaire et attendu arbre trésor d'Adam. L'arbre ayant donné le bois pour confectionner l'Euro Jackson et le Sunny. Il se trouve actuellement dans les enfers, une prison et un champ d'exécution pour les géants criminels qui finiront par mourir des crocs et des griffes, des bêtes sauvages environnantes. Ok, et... je suis censé commencer par quoi là? Je pense qu'on va aller direct à l'essentiel et parler de l'arbre d'Adam. Si le fruit du démon légendaire est le trésor de la famille royale d'Elbaf, l'arbre d'Adam est le trésor national de tout le pays à n'en pas douter. Pour vous rappeler la nature de cet arbre, son histoire nous est en partie révélée dans le chapitre 431 par Franky. L'arbre trésor d'Adam est le plus solide du monde, présent sur une île ravagée par la guerre. Cet arbre reste toujours debout malgré l'apocalypse autour de lui, il devient un symbole de vie et les nations se forment autour de lui. Le bois de cet arbre, le bois d'Adam vendu dans le marché noir, se trouve être utilisé par des charpentiers talentueux comme Franky ou Tom pour créer des bateaux d'une résistance exceptionnelle que sont le Sunny et l'Euro Jackson. Cet arbre-là est à l'origine même du rêve de Franky, créer un bateau avec ce bois pour qu'il fasse le tour du monde. Alors que cet arbre n'avait plus été cité depuis des années, le voilà qu'il réapparaît là et qu'il était même devant nos yeux depuis le flashback de Big Mom. Pour le coup, je suis mitigé. Je trouve ça à la fois génial et quand même un peu étonnant. Dans le dernier chapitre, Loki nous disait bien qu'Elbaf était un pays perpétuellement en guerre, d'où le surnom de Warland d'ailleurs. Et finalement, ça a été une giga erreur de ma part de pas faire le lien avec l'arbre d'Adam qui se trouvait lui aussi dans un pays en guerre. Surtout que on peut pas trouver un arbre plus singulier que l'Yggdrasil d'Elbaf. Une nation entière de géants s'est construite autour. J'aurais dû faire le lien dès le chapitre précédent et je me sens très con là. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais aussi été beaucoup influencé, mais de la mauvaise façon. Déjà par l'anime de One Piece qui montre un arbre très grand, certes, mais loin d'être aussi grand que ne l'est celui d'Elbaf. Et puis la disposition est totalement différente. Le pays d'Elbaf n'a rien à voir. Bref, c'est très difficile de faire le lien entre les deux. Et puis même si on
parle du manga, dans le chapitre 431, l'arbre d'Adam n'inspire en aucun cas celui d'Elbaf. La taille n'a absolument rien à voir. Sur le coup, je me suis vraiment dit, mais gars, Oda, il colle les morceaux entre eux. Au dernier moment, là, il n'avait pas du tout en tête de faire l'Yggdrasil l'arbre d'Adam à l'origine. Malgré ce côté négatif, je trouve quand même que le lien entre les guerres incessantes dans ces pays correspond bien aux paroles de Loki sur Elbaf. Ça sauve pas mal le truc. Maintenant, j'ai plusieurs interrogations. Est-ce que Franky dit la vérité lorsqu'il précise que bien quelques arbres comme celui d'Adam existent dans le monde et donc que celui d'Elbaf n'est que l'un d'entre eux, signifiant que d'autres ont poussé sur différentes îles? Et surtout, comment des morceaux de l'arbre sacré des géants peuvent se retrouver en vente dans le marché noir alors que les étrangers sont bannis du pays d'Elbaf, des loups et des monstres gardent la base de l'arbre et que les géants en eux-mêmes sont assez terrifiants pour dissuader quiconque de saint d'esprit de s'approcher de leur terre? Je trouve que pour l'instant, il y a pas mal de flou autour du cas de l'arbre d'Adam. Sans oublier qu'au chapitre 612, Usopp, en découvrant l'arbre d'Ève et le mystère entourant la vie qu'il apporte aux hommes poissons, en déduit eh bien qu'il peut avoir un rapport avec le bois d'Adam, ce qui veut dire que l'arbre d'Ève et d'Adam sont possiblement liés, chose qui est normale quand on sait qu'ils sont inspirés des figures bibliques d'Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu. Donc si par bonheur nous parvenons à en savoir plus sur l'arbre d'Adam pendant l'arc d'Elbaf, alors nous en apprendrons également par extension beaucoup plus sur l'arbre d'Ève, le donneur de vie des hommes poissons. Je sais, certains doivent se dire que franchement Balek, c'est que des arbres, rien de ouf, sauf que ces machins là ont des milliers d'années, ils ont traversé les époques et continuent aujourd'hui de préserver la vie qui fleurit autour d'eux. Donc non, ils sont loin d'être secondaires dans l'œuvre, ce sont de véritables trésors archéologiques et historiques. Et puis attendez un peu, mais jusqu'à présent, depuis le Nouveau Monde, chaque île qu'ont visité les Mugiwara a frôlé la destruction, l'explosion. C'était la raison pour laquelle je vous disais qu'Oda allait continuer ce scénario et faire exploser Egghead avec une réutilisation de l'arme antique d'Imu comme Lulusia. Mais peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que ça sera véritablement Elbaf qui sera visé par Imu prochainement et que l'arbre d'Adam devra à nouveau subir la guerre et la destruction par une arme antique venue du ciel. Ah, je sais, vous allez me dire de lâcher ça et que je réutilise mes théories, mais écoutez-moi bien. Je préfère me taper la honte et donner une théorie qui s'avérera fausse plutôt que d'avoir des remords de ne pas l'avoir dit à temps. Alors, foutez-moi la paix là-dessus, d'accord? Bon, alors on a pas mal parlé des arbres, c'est cool, mais c'est pas tout, il y a encore du taf, et quelques révélations de ce chapitre coïncident avec ma review du chapitre précédent. Loki demande par exemple à Luffy de le libérer de ses entraves, chose que, j'en suis persuadé, ce dernier va vraiment faire dans les prochains chapitres. En tout cas, Loki ne peut se libérer de lui-même. Alors il faut bien que quelqu'un le fasse, et qui d'autre que Luffy. L'autre truc, c'est que ma théorie principale sur le fruit du démon de Loki était qu'il avait le Zwan mythique de Nidhogg, ou en tout cas qu'il représentait ce serpent enroulé dans les racines de l'Yggdrasil et qu'il serait donc également l'incarnation du serpent rouge sang, tant craint par les géants. Eh bien nous apprenons aujourd'hui que Loki se retrouve enchaîné dans les enfers, sauf que dans la mythologie nordique, les enfers seraient davantage associés à Niflheim. Ça tombe plutôt bien, on y retrouve beaucoup de similitudes puisque le Niflheim est brumeux, particulièrement froid, et surtout que Nidhogg, le fameux serpent dragon, se trouve dans ce monde, ou en tout cas juste à côté. Comme je le disais, l'importance de cette théorie fait qu'à travers le fruit du démon légendaire de sa famille, eh bien Loki serait le serpent rouge sang, le plus puissant des géants, et j'espère que ça se validera. L'autre révélation coïncidant avec mes précédentes théories là se trouve au niveau des 5 animaux royaux apparaissant devant Luffy. Chacun est un roi d'une montagne d'après Loki, mais surtout ils sont ses amis. Et je vous disais il y a 3 semaines que Loki, tout comme Gardérod, aurait un animal de compagnie qui serait un loup. Alors, j'avais raison, mais on peut aussi rajouter un ours polaire, un serpent, un mammouth et même un gorille. Ouais, Loki s'est fait pote avec pas moins de 5 animaux qui semblent régner sur les montagnes d'Elbaf. À mon sens, c'est encore une preuve que Loki possède le haki des rois, il aurait soumis de tels animaux à sa puissance, exactement comme l'a fait Luffy dans ce chapitre, représentant un parallèle avec les animaux géants de Ruskaina, l'île où il s'est entraîné pendant 2 ans. En tout cas, et déjà enfant, Loki devait être intenable pour avoir 5 monstres pareils en amis. J'espère qu'on en apprendra plus à leur sujet et qu'un flashback de l'enfance du prince maudit fera son apparition. Attention, c'est là que la partie la plus intéressante de ce chapitre arrive enfin. Les sbires de Loki craignent que Luffy les mette KO comme l'a fait Shanks le Roux, déclaration qui attirera l'attention d'un Luffy émerveillé. Sauf que Loki en profite et insulte Shanks, ce qui évidemment fera partir Luffy au quart de tour, attaquant le prince enchaîné avec son Gear Force. Après des excuses de la part de Loki justifiant de l'humour, Luffy lui demande des explications que le prince peut concéder en échange de ses services. Nouvelle grande révélation, Shanks et Loki se connaissent et cette information change beaucoup de choses que je vais m'empresser de vous expliquer. Déjà parlons des points les plus rapides. Loki a bel et bien un haki d'observation de baiser, voilà, soyons clairs. Esquiver un coup de Gear Force de Luffy tout en ayant les yeux bandés, t'inquiète même pas que Loki, lui, il le voit le futur.
Lui, il voit dans le futur en 4K à 60 FPS et je vais dire, eh bien c'est normal, hein, surtout que si ça fait 6 ans qu'il est enchaîné et que ses yeux sont bandés. Là, c'est presque comme s'il était aveugle en fait, et on sait très bien que Fujitora est ironiquement celui qui voit le mieux de tout One Piece grâce à son acquis d'observation. Ensuite, Luffy utilise toujours plus rapidement ses gears. Ça, on l'a remarqué depuis quelques temps, mais c'est toujours assez impressionnant. Et surtout, il est plutôt susceptible quand on parle de Shanks. Et ça, c'est rare, c'est très rare même, de le voir s'énerver aussi vite, alors qu'avant ça, il kiffait sa vie aux côtés de Loki. D'ailleurs, je maintiens, mais Loki et Luffy seront alliés à un moment ou l'autre. Jamais on l'a vu s'affaler sur un ennemi comme il a fait sur Loki. Et je répète encore une fois, eh bien, Luffy a la capacité de discerner les vraies émotions. Donc oui, il faut pas parler mal de Shanks, et encore moins le traiter de lâche. Ça a sûrement un écho pour lui avec la scène contre Iguma, où Shanks pouvait avoir l'air lâche de ne pas répondre à la provocation, alors que finalement, eh bien, c'est lui qui avait raison depuis le début. Pour finir dans les petits détails, Loki est enchaîné avec son arme. Alors me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, mais en tout cas ça semble être un marteau. Un marteau, Loki, une mythologie nordique, il s'agirait d'une sorte de Mjolnir, voilà, le marteau de Thor. On dit que cette arme, en plus de pouvoir produire des éclairs, permet à Thor de vaincre les géants, qui sont les ennemis jurés des dieux. Oda pourrait totalement lui octroyer ce marteau légendaire qui serait au passage une arme renommée, genre un Saijo Owazamono, même si ce n'est pas une lame à proprement parler. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, eh bien, parlons de Shanks, et là, j'ai beaucoup de choses à dire, effectivement. De ce que nous apprenons dans ce chapitre, Loki le connaît, il ne l'aime pas, et le roux semblait se trouver là où se trouve Luffy aujourd'hui, en expulsant son Haki des rois pour étourdir les sbires de Loki. On ne sait pas précisément quand cet événement a eu lieu, il est plus que probable que ça date d'il y a quelques jours quand Shanks était sur Elbaf rendant visite à Dory et Brogy. Une chose est certaine, c'était il y a moins de 6 ans, car les sbires de Loki précisent que Shanks était un Yonko. Or le chapitre 957 nous révèle que Shanks fait partie de cet ordre depuis, je vous laisse deviner, 6 petites années. Voilà, donc maintenant qu'on a à peu près toutes les informations nécessaires et principales, écoutez ma théorie. Cette date d'il y a 6 ans est vraiment importante. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 6 ans, Shanks est devenu empereur, ni que, il y a 6 ans, Loki a été enchaîné dans les enfers. Vous commencez peut-être à comprendre le lien entre les deux, mais Shanks, le roux, serait devenu empereur après avoir défait et capturé Loki, qui devenait une très grande menace montante de la piraterie. Écoutez ce que j'ai à dire et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a de très grandes chances que Loki ait vraiment pris la mer à un moment de sa vie. Le fait qu'il propose à Luffy de détruire un équipage pour lui, ou encore qu'il ait une prime du gouvernement mondial, preuve qu'il était connu par ces derniers. Imaginez qu'il ait quitté Elbaf après avoir tué son père et récupéré le fruit du démon légendaire de sa famille, c'est totalement possible, simple et cohérent. Plus précisément, qu'est-ce que nous avons appris de Loki lorsqu'il fut mentionné pour la première fois dans One Piece? Qu'il était tombé amoureux de Lola, la fille de Big Mom. Cette dernière a décliné et Loki s'est retrouvé désemparé, tout comme Big Mom d'ailleurs, qui ne pouvait suite à cela plus s'allier aux géants. Le point important dans cette histoire, c'est qu'à cette époque-là, Loki était encore un représentant de la race des géants. Il n'était pas enchaîné, il n'était pas renié comme il est aujourd'hui. Sauf que nous savons aussi que Lola a pris la mer et a quitté l'équipage de Big Mom il y a au moins 5 ans pour s'échapper de ce mariage, puisqu'elle est arrivée, elle et son équipage, sur Thriller Bark il y a 3 ans, avant l'ellipse, donc 5 ans dans la chronologie actuelle. Donc la vraie chronologie voudrait que, entre 6 et 7 ans dans le passé, Lola ait refusé d'être l'épouse de Loki et s'est échappée, quittant l'équipage de Big Mom. Loki, toujours amoureux d'elle, se serait révolté contre son père pour prendre la mer également en consommant le fruit du démon légendaire de la famille royale. Il a tué le roi Harald pour d'autres raisons qui nous échappent sûrement encore, j'en suis sûr, et lorsqu'il a pris la mer il y a 6 ou 7 ans pour retrouver Lola, il s'est révélé être un véritable danger, un destructeur générant une profonde crainte chez le gouvernement mondial. Peut-être pensait-il qu'il était vraiment le dieu soleil, que c'était lui qui avait mangé le Gomu Gomu no Mi vu le lien qu'ont les géants avec Nika. Bien peu importe. De toute façon, il était dangereux, il devait être arrêté et une prime spéciale a été placée sur sa tête en urgence. C'est là que rentre dans l'histoire Shanks le roux. Lui qui entretient des relations mystérieuses avec le Gorosei aurait reçu la mission spéciale d'arrêter Loki en échange de la très convoitée place d'empereur aux côtés de Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. C'était il y a 6 ans. Shanks a affronté Loki et l'a vaincu, mais il ne l'a pas vendu au gouvernement. À la place, et en échange de ce titre de Yonko, il a capturé Loki et l'a renvoyé sur l'île des géants, Elbaf, là où il finira par être jugé et enchaîné par ses pairs. Loki est donc littéralement l'homme ayant fait de Shanks un empereur, et Shanks a sauvé le gouvernement mondial d'un ennemi qui aurait véritablement pu apporter la terreur et la destruction. Cette théorie explique donc l'après de son mariage loupé avec Lola, elle explique la raison pourquoi Loki a pris la mer, elle explique sa prime spéciale, mais aussi et surtout l'origine de sa relation avec Shanks et comment ce dernier aurait rejoint les empereurs.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie, je suis curieux d'avoir votre avis. On pourrait même parler de beaucoup d'aspects concernant les Yonko par exemple. Depuis combien de temps existe cet ordre? Shanks a-t-il pris la place de quelqu'un ou au contraire, une place était-elle vacante depuis leur création? J'en sais rien, mais je trouve le sujet vraiment passionnant. On va passer à la suite de cette review, il y a encore quelques sujets importants à mentionner, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup les bros. Avant de passer vraiment à la suite et de quitter Loki et Luffy, je veux m'arrêter sur une petite déclaration du prince maudit. Il dit que l'endroit dans lequel il se trouve est le premier monde dans leur mythologie. Alors ça colle encore une fois très bien à ce que je disais sur Niflheim, puisque ce royaume de glace est l'un des premiers mondes élémentaires. Mais outre la mythologie nordique, Loki est en train de révéler qu'il se trouve dans les vestiges d'un monde encore plus antique que d'habitude. Tout comme l'ancien Wano Kuni sous l'eau qui datait du siècle oublié, la base d'Elbaf date également de plusieurs siècles, voire même bien de plusieurs millénaires du coup. Un des premiers poneglyphes et vestiges de l'ancien royaume pourrait se trouver ici, dans cette terre dangereuse évitée de tous les humains. Et si aujourd'hui c'est une terre hostile, c'est possiblement à cause de la montée des eaux, la prophétie du déluge. Le palais royal et les citoyens se trouvent bien plus haut sur l'Yggdrasil, justement pour échapper à la fin du monde de leur mythologie. Une fin du monde qui se nomme le Ragnarok dans les mythes nordiques. Ce chapitre nous confirme alors à mon sens que les géants ont parfaitement connaissance de la fin du monde qui va arriver. Loki en serait un déclencheur, c'est pour ça qu'ils ont peur de lui, mais aussi d'autres forces sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Non vraiment, hein, c'est dingue et d'ailleurs je tiens à faire une précision, mais je parle beaucoup d'enfer alors que les traductions disent qu'il se trouve bien dans les souterrains. Faut savoir qu'en japonais, Oda utilisait le terme Meikai qui se traduit par le séjour des morts et donc une représentation de l'enfer. Donc oui, nous sommes en enfer et dans les souterrains d'Elbaf. La représentation est sensiblement la même. Tout ça pour dire que ce passage confirme bien ce que je dis depuis plusieurs années dans mes théories sur le monde passé de One Piece. Tout n'a pas débuté il y a 900 ans. Ça, on le sait. Mais l'histoire de Nika, des fruits du démon et j'en passe, elle remonte à plusieurs millénaires. Ce sont des légendes dans la légende. Et une fois que tu as compris ça, ça change ta perception de l'œuvre. Tu te rends compte de l'énormité encore plus énorme du monde de One Piece. Hâte de voir les vestiges du royaume antique d'Elbaf comme on a vu ceux de Wano Kuni, en tout cas. Le groupe de Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper se font poursuivre par Rod, qui se fait lui-même courser par Goldberg et Gerd. Alors, outre la scène un petit peu burlesque, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ils vont très bientôt atteindre un nouveau village d'Elbaf. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Non mais, MDR en vrai, que dire de spécial? Gerd et Goldberg vont reconnaître les Mugiwara et les sauver, parce que quand même c'est leur chef, en quelque sorte. Donc ouais, là, le passage sert juste à pousser tout le monde à se réunir dans un seul village. Seul Luffy sera isolé des autres pour le moment. On retrouve Airudin et Stansen, qui sont dans la même zone que Luffy, c'est-à-dire dans les enfers, les souterrains d'Elbaf, mais qui, eux, se consacrent à chasser un élan ressemblant à un dinosaure absolument géant et surtout carnivore. Apparemment, c'est une créature propre à cette région, et sa viande succulente ravira nos Mugiwara. Alors j'imagine que Airudin et Stansen logent dans le village qu'a mentionné Loki à Luffy, celui qui cache la clé pour le libérer. La rencontre avec Luffy et Airudin va alors vraiment pas tarder, et l'allié géant de la flotte des Mugi va sans doute expliquer qui est Loki à Luffy avec un petit peu plus de détails que le prince n'en a donné. Bon, et est-ce que vous vous rendez compte là que Goldberg a eu moins de difficultés de porter le Sunny tout seul que Airudin et Stansen en ont eu pour soulever l'élan? Est-ce que là vous arrivez à réaliser à quel point les créatures d'Elbaf sont juste terrifiantes et doivent sans doute faire la taille d'un monstre marin à elles seules? Est-ce que vous comprenez encore mieux pourquoi les géants d'Elbaf comparaient les formes démoniaques du Gorosei à ces monstres-là? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vois davantage une ellipse d'entraînement sur Elbaf où les Mugiwara affronteront ces animaux sauvages que même les géants redoutent? Est-ce que le parallèle qu'il y a eu plus tôt avec Luffy et les 5 rois des montagnes n'est pas justement là pour nous dire ici sera le prochain habitat des Mugiwara pendant des mois voire des années pour se préparer à l'apocalypse contre le Gorosei? Les gars, je vous assure, vous n'êtes pas prêts et je ne le suis pas non plus. La grosse théorie sur l'ellipse arrive dans les prochaines semaines, tout est terminé, elle n'a plus qu'à être postée, alors je compte sur votre présence. Pour finir cette partie, notez que Stansen parle d'une pierre du soleil. En tout cas en japonais, il est question de Taeyozeki. Alors on n'en a jamais entendu parler dans One Piece, mais perso, et surtout grâce à la série Viking, je connais bien cette pierre puisqu'elle servait aux Vikings à localiser le soleil même quand le temps était couvert. Alors est-ce la même chose? Je pense, mais je doute quand même un peu vu que Airudin explique que cette viande est pour leur sauveur quand Stansen se propose d'utiliser cet artefact. Je me demande donc s'il ne s'agit pas simplement d'un silex pour allumer du feu et donc que Stansen voulait manger l'élan là sur place. Mais franchement, rien n'est sûr, ça peut être tout un tas de choses comme un objet similaire au granit marin, puisqu'en japonais les deux s'écrivent et se prononcent presque pareil. Même si on n'a pas beaucoup d'éléments, je tenais à partager mes idées sur le silex pour allumer un feu ou la boussole pour trouver le soleil. Et là, hop, ils m'ont trouvé Luffy.
incroyable. Avant de se faire quelques questions du courrier de Goji, on se termine cette analyse par la fin de ce chapitre qui nous montre une Robin décidant d'arborer sa nouvelle coupe pré-ellipse, alors qu'au début, eh bien je ne comprenais pas trop un tel choix. Mais oui, c'est évident. Elle cherche à retrouver sa coupe d'enfance pour que Zoro la reconnaisse. C'est vraiment trop beau, trop mignon comme attention et comme moment. Zoro est le seul lien qu'elle a avec son passé, de sa vie sur Ohara. Il ne lui reste absolument plus personne. Imaginez que 20 piges plus tard, vous découvrez qu'une personne que vous pensiez disparue ressurgissent. Pour Robin et la tragédie qu'elle a vécue, ça ne peut être que le plus beau des cadeaux qu'on puisse lui faire. Enfin ça c'est dans le meilleur des cas évidemment. Malheureusement la fin du chapitre annonce un nouveau problème. Zoro est tombé inconscient. Comme vient l'annoncer un mystérieux personnage et rien n'indique ce qui a pu lui arriver. Alors déjà il n'est pas mort, c'est une certitude, mais plusieurs hypothèses peuvent rentrer en compte. Est-il malade? A-t-il été attaqué? Est-ce que c'est les deux à la fois? En ce moment j'aime bien faire des parallèles avec les chapitres 100, plus précisément le chapitre 132 qui est justement le chapitre 1132 avec un 1 en moins, voilà. Ça avait pas mal marché avec la libération des Mugiwara au chapitre 1129, alors je me dis que peut-être Zoro est tombé malade. Une maladie que, comme Nami, seul Chopper sera capable de guérir. Nami s'était fait piquer par un Keshia, une tique venimeuse qui provoque une maladie mortelle en seulement 5 jours. Et elle a eu sur une île préhistorique qui était Little Garden. Et je pense que Zoro a lui aussi été piqué par une bête d'Elbaf, puisqu'on l'a vu écouter le message de Vegapunk au chapitre 1114, et il avait l'air de bien aller. Il était justement en train de se reposer sur des rondins de bois. Donc si ça se trouve, c'est à ce moment-là qu'il a été piqué par une bête, et Chopper devra le soigner en apprenant à utiliser de nouvelles plantes et médicaments d'Elbaf, chose que Gerd n'arrivera peut-être pas à faire ou alors sera trop loin pour l'aider. Voilà, pour le moment c'est ma seule et unique hypothèse, c'est la plus cohérente que je trouve dans l'immédiat. Tout ce que j'espère c'est qu'il finira par aller mieux en tout cas et que Robin puisse le revoir après tant d'années. Ok mesdames et messieurs, c'est l'heure de quoi dès à présent? Oui, du courrier de Goji, l'heure de répondre à vos questions avec une toute nouvelle présentation magnifique, généreusement offerte et créée par le frérot Jiben. Ouah, vraiment, ça c'est de la communauté qui communote, dur hein. Merci encore à ce BG que vous pouvez retrouver sur son Instagram que je vous laisse dans la description. D'ailleurs, il va trouver sa place permanente dans la description à chaque fois que je ferai un courrier de Goji, alors merci à lui. Maintenant, on peut commencer avec le smile en plus, je suis content, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est incroyable. C'est très pro. Tu penses que les bandes chaînes de Loki sont un parallèle à celles de Doflamingo enchaînées? Bah en vrai ouais totalement hein, ça fait un vrai parallèle avec lui. Alors comme d'hab je sais pas si c'est volontaire ou si ça signifie quelque chose, mais on peut beaucoup relier l'histoire de Doflamingo à celle de Loki en vrai hein. Dragon céleste déchu qui tue son père et connaît un secret capable de renverser le monde. Géant royal d'Elbaf qui tue son père pour un fruit du démon légendaire tout en étant capable de détruire le monde. Écoutez, moi il m'en faut pas plus pour me charmer hein. Je vais être très honnête avec vous. Après qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'ils connaissent tous les deux un secret en lien avec un même mystère? Est-ce qu'ils savent tous les deux quelque chose sur une arme antique? En tout cas, ils sont actuellement enfermés tous les deux dans les profondeurs des enfers, alors qui parlera en premier et qui révélera le secret qu'il connaît? Faites vos jeux, dites-moi en commentaire si la poucave sera Doflamingo ou Loki. Yo Goji, j'espère que tu te portes bien et ça va très bien, merci mon bro, j'espère que c'est pareil pour toi. D'après toi, quelles sont les informations que Loki détient concernant Akagami? En vrai, je suis pas sûr que Loki connaisse bien des infos sur Shanks, en tout cas pas plus que ce qu'on sait, j'imagine. Je pense plutôt qu'il bluffe face à Luffy, il est comme le vrai Loki des mythologies, il est menteur et manipulateur, il essaye d'amadouer Luffy, de jouer sur ses sentiments car il a bien vu que Shanks compte pour lui, surtout qu'on sait très bien que Shanks n'est plus sur l'île, alors sauf si il révèle connaître Shanks depuis l'équipage de Roger qui serait venu sur Elbaf, je vois pas trop ce qu'il pourrait apporter de plus. Faut toutefois rester très prudent, à tout moment la théorie qu'il a combattu Shanks il y a 10 ans se valide et bim, il nous fait un reveal de bâtard sur le roux. Je laisse ça là, mais Loki qui parle de détruire l'équipage que Luffy veut voir détruit, c'est un teasing pour Loki allié contre le gouvernement mondial. Enfin, je dis ça comme ça, mais je le vois bien avec la flotte des géants, j'ai l'impression que ce gars n'est pas juste mauvais. Bah tu sais qu'en vrai, j'en rigolais tout à l'heure, mais Loki Mugiwara, vas-y, hein. Moi je signe, hein. J'aime déjà le perso, et oui, en plus, il n'est pas juste mauvais. Il me donne vraiment la sensation de gentil mec. En tout cas, si Loki ne rejoint pas l'équipage, hein, bah Luffy se fera pote avec lui et pourra effectivement réquisitionner son aide pour provoquer la fin du monde. Parce que soyons honnêtes, la fin du gouvernement mondial dans la grande bataille contre eux, c'est aussi et surtout la fin du monde de One Piece tel que nous la connaissons. Donc la prophétie autour de Loki censée détruire le monde aura bien lieu face au gouvernement mondial, c'est une vérité. Lui, il a réussi à encore plus me hype pour la fin de One Piece, hein, c'est dingue ce perso. Salut Goji, que penses-tu du rôle de Loki lors de cet arc? Son comportement et son écriture me paraissent trop amicales pour devenir un grand ennemi de Luffy. Comme je le disais à l'instant, oui, Loki sera pas forcément méchant, et on apprendra peut-être des choses sur lui qui le dédiabolisera davantage. A-t-il vraiment tué son père? Est-ce que son père n'était pas un gros
bouffon avec lui finalement? Enfin, quel est le vrai rêve de Loki? Pourquoi ce désir de détruire le monde? Quand tu te poses ces questions, tu remarques facilement que plusieurs réponses sont possibles et peuvent changer du tout au tout l'aspect du personnage qu'est Loki. Moi je sais une chose, il croit au dieu soleil. Et jusqu'à présent, le dieu soleil n'a jamais eu une aura malfaisante ou négative. Il n'a jamais rien inspiré de mauvais. Voilà. Cependant, le dieu soleil est à l'opposé du monde d'aujourd'hui. Lui qui est contre l'esclavagisme et pour la liberté ne peut pleinement s'exprimer dans un monde où le gouvernement soumet toutes les races à son pouvoir et efface l'histoire, la censure. La preuve, Loki est lui-même attaché. Vouloir détruire le monde pourrait simplement représenter à sa façon le commencement d'un nouveau monde. Une nouvelle ère, une nouvelle vie pour lui mais aussi pour son peuple et tous les autres peuples opprimés du monde en fait. Je sais pas si c'est très clair mais détruire le monde dans One Piece n'a jamais eu la même signification que l'on a nous de la destruction d'un monde. Elle n'a même pas la même signification entre les personnages eux-mêmes. Donc ouais, Loki sera gentil, je l'espère en tout cas, sinon l'instinct de Luffy serait particulièrement à chier et le mien aussi au passage. On arrive à la fin de cette review, merci à tous de l'avoir regardé, merci pour vos questions, merci pour vos commentaires et vos likes qui m'aident à évoluer davantage sur YouTube. Si je suis là aujourd'hui encore, c'est grâce à vous. Merci à la Fée Sauvage pour l'invitation à ce magnifique concert. La billetterie est en description et également merci au Discord One Piece FR pour ce soutien depuis des années. J'espère que vous serez très cool avec eux. Du coup, merci. Voilà, encore une fois, c'est le mot d'ordre. Merci à vous tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.